le thème étant la science anthropocentrée, j'ai pris ce parti pris d'opposer à l'objectivité scientifique telle qu'elle est réalisée, telle qu'elle est normalement exposée, le problème d'une subjectivité qui conduit l'homme à l'utiliser, à l'exploiter ou à la présenter de façon tendancieuse. Le tout étant compliqué par le fait qu'au départ, bien entendu, la connaissance scientifique en elle-même est limitée par la nature propre de l'individu. Il est certain qu'au départ, la science est le produit d'une appréhension des choses. Appréhension qui, pour l'homme, est le fruit de l'activité de ses 5 sens. Et étrangement, à 95%, on parlera d'observation, c'est donc la vue qui est en cause. Toute la science est fondée sur une observation visuelle. Observation visuelle qui va passer de la capacité humaine de l'œil jusqu'au microscope électronique, toujours à travers ce sens. Nous allons donc supprimer de la recherche scientifique tout ce qui échappe à ce que l'homme conçoit comme étant possible à travers ce qu'il connaît de ses sens. Nous avons des soucis, il faut que je fasse quoi? Il faut parler si près que ça dans ces micros-là. Non mais je veux bien, mais je vais me mettre plus près de la table. Voilà, tout le monde va être content. Donc, on va parler de ce moi initiateur, et ce moi initiateur en matière de science qui est limité par la propre nature de ce moi. Et le fait que ça rend l'homme parfois complètement incompétent, complètement désemparé devant des résultats évidents dont il n'a pas la capacité d'appréciation. Je prends un exemple tout simple, l'œil du calamar. Et dans la famille du calamar, par exemple, l'œil du calamar géant. C'est un fait connu, patenté, analysé par tous les spécialistes. L'œil du calamar est l'œil le plus proche, sur le plan physiologique, histologique, anatomique, connexion nerveuse, tout ce que vous voudrez, de l'œil humain. On est donc amené à supposer que le calamar va voir, entre guillemets, comme l'homme. Maintenant, le calamar et les calamars géants vivent entre 800, 1500, 2000 mètres de profondeur. Profondeur à laquelle aucune des radiations du spectre visible tel qu'on l'entend n'arrive à traverser. La conclusion est donc la suivante, que voit le calamar? Chose à laquelle on est absolument incapable de répondre, quel que soit notre niveau de connaissance, et à laquelle on le sera toujours. Il est évident qu'il voit quelque chose, parce qu'on n'a encore jamais vu nulle part, et ça c'est une constante dans la nature, c'est pas nécessaire d'être évolutionniste pour ça, il n'existe nulle part d'organe qui n'ait pas une fonction. Si on voit un organe sans fonction, il est bien évident que c'est parce qu'on ne connaît pas la fonction, qu'on ne sait pas l'apprécier ou qu'on ne l'a pas encore analysée. Les choses ne se font pas au hasard, la création ne s'est jamais faite au hasard. Donc ça c'est clair. Mais on ne sait pas analyser ces phénomènes. Je vous laisse pour réfléchir à cela 3 citations qui ont guidé la suite de ma réflexion. Une qui est de quelqu'un qui essaye de révolutionner un peu le monde sur ce plan de la philosophie scientifique aujourd'hui, qui est Popper. Que dit Popper sur le réalisme? La chose suivante. Si le réalisme, ou plus exactement quelque chose qui se rapproche du réalisme scientifique, est vrai, la raison pour laquelle il est impossible de le prouver est évidente. La raison, c'est que notre connaissance subjective, et même notre connaissance perceptive, ce que j'évoquais avec l'œil du calamar, consiste en disposition à agir, et qu'elle constitue donc une sorte d'adaptation à titre d'essai à la réalité. Que nous sommes au mieux des chercheurs, et en tout cas faillibles. Il n'existe pas de garantie contre l'erreur. Du même coup, toute la question de la vérité et de la fausseté de nos opinions et théories perd manifestement tout sens
s'il n'y a aucune réalité, tout n'est que songe ou illusion. Cette première approche vous rappellera un peu ce qu'on peut voir avec le mythe de la caverne, donc l'idée d'une perception par l'homme de choses qui ne sont pas présentées de la façon dont elles devraient l'être, parce qu'il n'a pas les capacités de la perception de le faire. La seconde, qui paraît-il d'un philosophe qu'il ne faut pas citer dans nos milieux, mais qui, peut-être parce que justement il n'est pas de nos convictions, doit être, je pense, étudié et éventuellement critiqué, et de Nietzsche, les convictions sont des ennemis de la vérité plus dangereuses que les mensonges. Et vous allez voir où ça va nous mener dans la suite de mon exposé. La troisième, qui est beaucoup plus classique et qui se référerait, je dirais, au bon sens comme un moyen, qui est de Francis Bacon, pas le peintre, le philosophe. Les hommes préfèrent croire ce dont ils préfèrent que ce soit vrai. Application, par exemple, aux climato-sceptiques à l'heure actuelle. Je n'en dirai pas plus pour l'instant. Dans son ouvrage « Science et religion », Bertrand Russell, et il prononce même le mot de scandale, pose dans le chapitre « La science est-elle superstitieuse ?» le problème de l'induction. Au nom de quoi affirmer, même de façon provisoire, que ce qui a été vérifié dans un nombre limité de cas se vérifiera aussi dans les cas qui n'ont pas été testés. Au nom de quoi supposer, même sur ce qui a été mesuré, que ce qui a été vrai hier le sera toujours demain. À cet égard, je dirais d'abord que notre ami Dominique Tassot a un jour été l'homme qui m'a fait mettre le doigt sur une chose dont je n'avais pas compris l'importance, la différence essentielle entre certitude et précision. Et il est vrai qu'à force de faire des mesures, on finit par croire que ces mesures sont l'expression d'une vérité. Elles ne sont pas l'expression d'une vérité, elles sont au mieux un témoignage qu'une vérité peut être compatible avec la constance de ces mesures. Et en science, il est vrai que ce n'est pas toujours quelque chose de clairement différencié. Qu'est-ce qui se... Là, plus comme ça. Bon, ah, d'accord, j'ai compris. Très récemment, nous avons eu un grand séisme dans le monde de la physique particulière, cette histoire de particules qui vont plus vite que la vitesse de la lumière. On est là typiquement dans le contexte d'une mauvaise appréciation d'une modélisation mathématique qui est mal aboutie. Personne n'a jamais dit qu'il y avait des particules qui n'allaient pas pouvoir aller plus vite que la lumière. Tout le monde a dit quoi? On est parti d'une relation qui s'appelait E égale MC2, qui a fait le tour du monde, qui n'est d'ailleurs pas d'Einstein mais de Poincaré. Et à partir de là, si vous développez la chose, vous allez arriver à ce que je vous ai écrit en haut, le rapport de deux masses en fonction de leur vitesse. C'est-à-dire qu'une masse animée d'une vitesse va avoir, par rapport à sa masse de départ, un différentiel lié au dénominateur racine de 1 moins V2 sur C2. La clé est là, chacun sait depuis les études secondaires qu'un dénominateur ne peut pas être nul et que sous une quantité sous radicale, vous ne pouvez pas avoir un nombre négatif. Par suite, 1 moins V2 sur C2 est forcément positif, donc le V2 sur C2 est forcément inférieur à 1, donc la vitesse est forcément inférieure à la célérité de la lumière. Ça, c'est vrai, mais la formule est fausse. La formule est fausse. Pourquoi? Je ne vais pas vous faire un développement compliqué là-dessus. Le radical qui est en dessous, c'est une approximation
qui a été utilisé par les physiciens parce qu'ils ont estimé que les autres termes étaient négligeables. En fait, derrière le V2 sur C2, vous avez un plus V4 sur C4. C'est toujours quelque chose qui peut être voisin de 1, mais je veux dire, on dépasse un peu. Donc, trouver aujourd'hui des particules qui vont un peu plus vite que la lumière, ça reste parfaitement cohérent avec la théorie. Il faut être journaliste pour dire le contraire, parce qu'on ne connaît pas la formule, c'est tout. Il ne faut pas s'affoler et faire des grands effets d'annonce avec ça. C'est, je dirais, le mauvais côté du dévoiement de la science spectacle. Et je pense que ça fait partie des mauvais effets de la nature humaine par rapport à la science. Je vous laisse avec cette petite parenthèse-là. Pour m'intéresser maintenant aux problèmes culturels chez l'homme de science. Et c'est particulièrement frappant en ce qui concerne l'éthologie ou en ce qui concerne les sciences du comportement, où on voit des individus qui vont juger non pas en fonction de la recherche de la connaissance et des connaissances acquises, mais bien souvent en fonction de leur vécu culturel. Le phénomène de base le plus classique que vous connaissez tous, c'est cette distinction absolument merveilleuse entre l'intelligence et l'instinct. Moi, je ne sais pas où est la différence, mais je sais que pour un certain nombre d'esprits chagrins, on n'a pas le droit de parler d'intelligence pour les animaux, alors on parle d'instinct. C'est une différenciation complètement arbitraire, c'est de la mauvaise sémantique. En matière d'éthologie, l'un des premiers grands maîtres de la question a été Konrad Lorenz. Et Konrad Lorenz raconte cette histoire qui illustre parfaitement la difficulté pour le scientifique qui se trouve confronté à une observation. Vous mettez face à face deux personnages particulièrement chatouilleux sur le plan de l'honneur, du courage, comme peuvent l'être un officier prussien et un samouraï. Comment vont-ils réagir? Et que vous, qu'observez-vous? L'officier prussien voit le samouraï. Il se recule, se redresse, claque des talons, dans une position impeccable, pour saluer son interlocuteur. Que voit le samouraï? Un combattant qui se met en place. Pour lui, c'est une position de menace. Le samouraï, lui, va s'incliner vers son interlocuteur, écarter légèrement les mains pour montrer qu'il ne conserve pas d'armes, et attendre qu'il lui parle. Pour l'officier prussien, c'est une marque de soumission, non pas la marque de la présence d'un interlocuteur de son niveau, et il va donc le considérer comme un individu méprisable. Néanmoins, il va lui adresser la parole. Que fait le samouraï quand le Prussien lui adresse la parole? Il se redresse et tourne la tête pour lui présenter son oreille et lui signifier par là qu'il est particulièrement attentif à ses paroles. Que pense le Prussien de cet individu qui brusquement se redresse et tourne la tête en signe de dédain? Et Konrad Lorenz a dit, voilà simplement ce qui montre comment deux individus qui, à partir de leur culture, ont déployé le maximum de gestes de politesse l'un envers l'autre, se retrouvent au bord du duel en s'estimant réciproquement injuriés. Ben oui. De la même façon, je vous dirais chose vécue, s'il y a un pays que j'aime beaucoup, tout à fait extraordinaire, dont on pourrait parler pour beaucoup d'aspects, y compris la résurrection qu'il vit actuellement, c'est la Mongolie. Savez-vous quelle est l'insulte suprême en Mongolie? Frapper à la porte de quelqu'un. La Mongolie est un pays de tradition mongole, de tradition nomade, pardon. La moitié de la population y est retournée. Les yourtes aujourd'hui ont des petites portes en bois parce que probablement que ça permettait une meilleure étanchéité au froid. Mais ne jamais frapper à la porte d'une yourte. C'est un pays où les gens vont et viennent et de tradition, on va toujours chez l'autre. Frapper à une porte,
voudrait dire qu'on peut supposer que la personne qui est à l'intérieur a besoin d'être avertie, elle ne voudrait pas vous recevoir. C'est quelque chose de simplement pour eux inimaginable. Moi, je l'ai vécu. Un beau matin, des gens vous disent on va aller chez un tel à tel endroit, on part avec les chevaux, on arrive dans des coins pas possibles, et les gens ne sont pas là. Ben, ils ne sont pas là, ben, on s'installe chez eux, on mange, on les attend, ils ne reviennent pas à temps, on rentre chez nous, c'est pas un problème. Puis oui, ils feront la même chose quand ils passeront à la maison. Ne jamais frapper à une porte en Mongolie. Comment voulez-vous aller expliquer ça à un scientifique européen, moyen, même bon ethnologue, s'il ne se creuse pas la question au départ? Ajoutons à cela, et là nous restons dans l'espèce humaine, les difficultés de compréhension face à certains phénomènes que peut avoir l'homme quand il s'agit d'espèces animales. Je donnerai 3-4 exemples simples très rapidement. Les mammifères, c'est déjà proche de nous. Une girafe. Une girafe ne peut pas se coucher. Une girafe qui se couche est une girafe morte. Elle est incapable de se relever à cause du ballon de son cou, ça c'est une chose. Et par ailleurs, les problèmes de pression sanguine liés aux valvules qui suivent toute la longueur de son cou font qu'une girafe qui se couche va faire ce qu'on appelle classiquement un coup de sang, si vous voulez, un transport au cerveau. Une girafe qui se couche est une girafe morte. Donc une girafe va passer les 50 ou 60 ans de sa vie debout sur ses 4 pattes sans jamais les soulager. C'est quelque chose pour un scientifique au départ totalement incompréhensible par rapport à nous qui passons un tiers de notre vie couché. C'est pas normal. Un saurien va manger 2, 3 ou 4 fois par an. Tout le monde connaît la fameuse histoire des crocodiles du Serengeti qui attendent le passage de la migration des gnous. Eh bien, ils mangent 2 fois par an quand les gnous passent. Pour nous, on mange 3 fois par jour. Un animal qui mange 2 fois par an, ça paraît complètement aberrant. C'est quelque chose qu'il a fallu que des années d'observation pour finir par se convaincre, parce que c'est tellement à l'extérieur de nos conceptions et de notre nature qu'on avait du mal à le réaliser. Autre chose qui va vous paraître beaucoup plus surprenante, les squales, les requins, sont des animaux qui n'ont pas d'ouïe. Ils ont des fentes branchiales apparentes. On les voit bien quand vous voyez ça en photo à la télévision. Vous voyez bien qu'il y a 3 à 4 barres. Ils ont les fentes branchiales extérieures, rien dessus. Donc il y a un courant d'eau qui s'organise entre la bouche, qui s'ouvre, et ces fentes branchiales par où l'eau ressort, ce qui permet l'oxygénation des branchies, etc. Vous connaissez le système. Comme ils n'ont pas d'opercule, ils ne peuvent pas créer ce courant d'eau par eux-mêmes, comme le font les poissons. Si vous voyez une carpe qui est sortie de l'eau et qui manque d'air, on voit très bien ses ouïes qui battent pour essayer de recréer un courant d'eau, mais il n'y a pas d'eau forcément, donc ça ne se passe pas. Conclusion, un requin, pour s'oxygéner, doit bouger. C'est-à-dire qu'un requin est un animal qui ne s'arrête jamais plus d'une demi-heure, sous peine de quoi il s'asphyxie. Il y en a qui vivent très vieux. C'est des animaux qui ne dorment jamais, si j'ose dire. C'est encore une conception qui est complètement différente de ce que peuvent être nos horloges biologiques ou autres. Et je crois qu'il est bon de se rappeler que ça pose de nombreux problèmes à la recherche et à la façon dont l'homme conçoit la recherche. Je voulais vous parler ensuite de mauvaises choses, beaucoup de mauvaises choses. Et d'abord, les fausses preuves. Vous connaissez tous l'affaire de l'homme de Piltdown. L'homme de Piltdown, c'est un montage paléontologique. J'ai une jolie photo là-dessus, si quelqu'un peut m'arranger ça, si j'arrive à le retrouver. Qui a été fait dans les années 1900 et qui a mis en cause le découvreur qui était Dawson et par la suite Teilhard de Chardin. Bon, je ne vais pas vous faire un grand descriptif là-dessus, c'est un peu sans intérêt. Ce qu'il y a de sûr, c'est que personne n'a jamais su, finalement, à qui le crime profitait. Et c'est pour ça que je vous parle de ça, c'est sous cet angle que je vous en parle. C'était en fait un crâne qui a été vieilli au permanganate, du moins des morceaux de crâne, et une mâchoire d'orang-outan dont on a cassé le condyle pour qu'on ne voit pas qu'il ne pouvait pas effectivement s'appliquer à la boîte crânienne. Pendant 50 ans, les gens ont planché là-dessus, jusqu'en les années 50. On a découvert que le crâne et la mâchoire ne portaient pas les quantités de fluor. À l'époque, on datait avec des sels de fluor ce qui se passait, et que par la suite, au carbone 14, le crâne avait 500 ans, et que de toute façon, la mâchoire n'était pas humaine. Ça a permis
pendant un temps, de donner beaucoup de renom à Dawson. Ça a permis par la suite de déconsidérer Teilhard de Chardin, qui avait beaucoup travaillé sur ça marche ça, ces échantillons que Dawson lui avait passés. Et en fait, personne ne sait aujourd'hui qui a monté ce qu'on appelle un canular, c'est-à-dire qui a voulu créer et pourquoi ce faux scientifique. Était-ce pour déconsidérer l'un? Était-ce pour artificiellement faire parler de lui un autre? Le mystère reste entier. Mais l'escroquerie scientifique est entière aussi. Autre chose de plus important, la science comme facteur de l'exaltation du moi, comme facteur idéologique. Je voudrais vous parler de l'île de Rügen. L'île de Rügen est une petite île au nord de l'Allemagne. Et je voulais vous montrer l'homme de Piltdown avant, pardon. Oui. Je l'ai oublié. Comment je retrouve ma clé, là? Ah voilà, il est gentil, il me donne une souris. Moi, sans souris, je suis perdu. J'ai des gros doigts et je ne sais pas me débrouiller. Donc, il faut que je vous trouve là-dedans. Où est-ce qu'il y a le truc ordinateur? Il faut que je retrouve ma souris, c'est tout. Ma souris, ma clé. Voilà, c'est ça. Ordinateur. Ordinateur. Et je vais retrouver. Voilà, c'est ça. Je vais retrouver ça et je vais retrouver. Voilà. Et là-dessus, je devrais trouver normalement. Regardez comme il est beau. Alors, ce qu'on a retrouvé sur l'homme de Piltdown, c'est tout ce qui n'est pas blanc. Donc, on a retrouvé tout un ensemble de bouts de crâne qui ont été remontés. On ne sait même pas, soyons honnêtes, si les bouts qui ont été remontés correspondent tous au même crâne à l'époque. Hein. Ils ont été sortis de petites cuillères pendant 2 ou 3 ans. Alors, on subodore que c'était dans une carrière, qu'il y a un ouvrier qui a été soudoyé pour mettre des petits morceaux de crâne de temps en temps. Et la mâchoire qui est là, qui est donc cassée ici pour que le condyle ne se raccorde pas. Et tout ce qui est complètement blanc a été rajouté en plâtre par la suite pour compléter le crâne. Ça a empoisonné le monde de la... Ça, c'est quand on parlait quand... C'est comme... Ah, d'accord. Ça devient de plus en plus compliqué maintenant, le CEP. Il va falloir faire des stages pour venir faire des conférences. C'est bien, ça. Ça a quand même empoisonné la vie du monde scientifique et de l'anthropologie pendant 50 ans, l'histoire de Piltdown. C'est tout à fait... Ça a été extrêmement grave. Donc, sur Rügen, qui était donc la frontière, une des frontières de l'Allemagne, avec les États scandinaves, la Baltique, etc., on a, à la fin des années 40, commencé à installer une trentaine de radars. Le Troisième Reich voulant prévoir d'éventuelles attaques. Et à ce moment-là, les collaborateurs d'Hitler lui ont parlé de Lobachevsky, l'homme qui avait inventé la géométrie hyperbolique. Et Hitler a été fasciné par cette géométrie hyperbolique non plane qui permettait d'avoir plusieurs parallèles passant par un même point et des choses qui, effectivement, c'est une construction qui est tout à fait intéressante. Et donc, éventuellement, une certaine approche de la conception de l'univers. Après tout, jusqu'ici, on pensait que l'univers était sphérique, mais l'univers pourrait très bien se concevoir à travers la géométrie de Lobachevsky. C'est une idée comme une autre. Mais là où a été le projet fou, c'est qu'Hitler est parti dans l'idée que lui, grand Reich allemand, allait être le premier à démontrer que l'espace était bien hyperbolique. Donc, pendant 1 an et demi, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, parce que ça c'est beaucoup trop compliqué et ça sort de notre thème ici, on a expédié des faisceaux d'ondes récupérés par ces radars de Röntgen qui, suivant l'incidence qu'ils avaient, auraient permis de confirmer l'idée que leur réception était compatible avec une courbure hyperbolique de l'espace. Pendant 1 an et demi, on a supprimé dans le Reich allemand en pleine guerre une des plus importantes barrières de radar pour essayer de justifier ça.
c'est vous dire où une certaine sublimation du moi peut aller en matière scientifique avec les risques que ça présente. Deuxième chose dont je voulais vous parler, parce que si je ne vous en parle pas, on va me le rappeler, même si on me dit que c'est hors sujet, mais c'est aussi une forme de sublimation du moi, la fameuse théorie du genre. Qu'est-ce qu'on ne raconte pas sur la théorie du genre depuis 6 mois? C'est quelque chose d'effrayant. Et pourtant, c'est tellement simple. Tellement simple que notre amie Judith Butler, qui est la fondatrice, va être nommée docteur honoris causa de l'université de Bordeaux. Alors c'est quoi ce truc? C'est tout simple, c'est d'expliquer que l'attirance sexuelle pour un individu est légitime, même s'il est de son sexe, parce que cette attirance est liée aux contingences sociales de notre environnement et n'est pas liée à nos origines biologiques sexuées. Bon, c'est un peu curieux, et ça m'a rappelé un certain nombre de choses que j'ai trouvées un petit peu curieuses, parce que quand on regarde les gens qui sont là-dedans, il y a quand même beaucoup de points communs. Alors j'ai mis les pieds dans le plat, et je dois rendre hommage à notre ami Franck Abed qui parlera demain, et il n'y a pas d'autre mot, je vais le dire vulgairement, c'est la seule personne que je connaisse qui a eu les couilles de passer l'article que j'ai fait. C'est après quoi il a été repris par Michel Janvin sur le Salon Belge, ça c'est autre chose. La théorie du genre est une théorie ethnique qui vise à légitimer l'homosexualité. Point barre. Elle est le fruit, et uniquement le fruit, de lesbiennes juives américaines. Cherchez pas plus loin. Ça commence non pas avec Judith Butler, mais ça commence avec une scénariste névrosée qui a fait 3 tentatives de suicide, qui s'appelait Dorothy Parker, née Rothschild. Ce après quoi, vous retrouvez toute une kyrielle de gens derrière Judith Butler, qui sont toutes des personnes ethniquement compatibles, si vous voyez ce que je veux dire, et qui toutes sont parties de l'idée de Simone de Beauvoir dans le deuxième siècle, dans le deuxième sexe, pardon, oui, parce que le deuxième siècle va venir après, vous allez voir pourquoi. On n'en est pas femme, on le devient. Oui, bon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, etc. C'est la même formule. Il est évident que Simone de Beauvoir faisait référence à ce qu'était une femme dans l'ensemble de son contexte, à travers son éducation, ses privilèges et attributs sociaux, etc. Elle n'a jamais parlé du sexe biologique de la femme. Et en plus, c'était déjà un affreux plagiat. Parce que d'où vient cette fameuse histoire « on ne naît pas de chaise, on le devient ». Un certain Tertullien, au IIe siècle, d'où mon cafouillage, qui a dit ça à propos du christianisme, dans ses textes d'Apollonius. On ne naît pas chrétien, on le devient. Et ça a été repris par Simone de Beauvoir. Et donc, aujourd'hui, vous avez un certain nombre de gens, des scientifiques, qui ont voulu, sinon pourquoi je parlerai de cette théorie, qui ont voulu légitimer cette fantasmagorie d'Amazon insatisfaite, je dirais, qui sont tous des homosexuels, en général californiens, qui sont à 9/10 des lesbiennes juives. Toujours la même histoire. Il y a une constance totale. Il suffit de voir les noms des gens concernés. La première s'appelle Marlène Zuck. Ensuite, vous avez un certain Nathan Bellet. Ensuite, vous avez un Bagmill. Et vous avez une Anne Fausto Sterling. C'est les grands papes de la science du genre californien. Et notre ami Bagmill a pondu un bouquin qui s'appelle Animal Homosexuality and Natural Diversity, où il explique froidement l'homosexualité est la règle chez les animaux. Alors, je ne sais pas où il a vu ça, je ne vais pas perdre mon temps à aller disséquer toutes ces histoires-là, mais c'est vraiment complètement aberrant. Et ça reprend finalement ce que la fameuse Dorothy Parker
avait énoncé avant de se suicider pour la 3e fois, l'hétérosexualité n'a rien de normal, elle est juste courante. Cette phrase est aujourd'hui la maxime en exergue sur le portail internet du GLSB, gay, lesbienne, bi, trans. On part de là. Bon, j'irai pas au-delà là-dessus parce que je vais être considéré comme désagréable, mais il faut bien donc tenir compte que là, on ne rentre plus dans de la recherche scientifique, mais dans une justification scientifique dévoyée d'un contexte douteux. Et c'est dommage. Et ce qui est encore plus dommage, c'est de voir des gens, et j'avais dit à Dominique que je lui passerai quand j'aurai fini de le faire, notamment un professeur brésilien qui est en train de faire une réfutation du livre de Bagmiel, mais où, je dirais, il le fait tellement bêtement que ça en est dommage. Finalement, à l'arrivée, il vaudrait mieux qu'il n'ait rien dit. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Donc, cette histoire de la théorie du genre, je vais quand même vous montrer une petite chose amusante à ce sujet, si on peut le considérer comme tel. C'est le résultat, c'est Betty. Betty est une femme qui va accoucher bientôt. C'est une Israélienne, bien sûr. Et Betty est professeure. Elle s'occupe d'enseigner les relations sexuelles aux enfants en Israël. Betty, bien entendu, est mariée avec une femme. Bon, si pour les gens que ça intéresse, j'ai tout l'article qui est là. On donnera également la référence du site de Franck sur lequel il est. C'est pas la peine de s'étendre au-delà, mais c'est quand même assez effrayant de voir comment une justification scientifique peut essayer d'être surimposée à des délires de cet ordre. Mais vous avez également des justifications scientifiques tordues, et qui sont beaucoup plus nombreuses, qui sont associées à des visées économistes ou lobbyistes. Et là, je vais être un peu plus prolixe dans ce que je vais dire. On voit à l'heure actuelle d'énormes difficultés dans la défense de l'environnement et dans les attaques à l'environnement qui sont liées à certaines formes de production, notamment dans le domaine agricole. On constate, non sans plaisir, que jusqu'à présent, le Vatican, depuis des siècles, s'était très peu préoccupé de ces questions-là, mais qu'en 6 mois de temps, le pape Benoît XVI, par 3 fois, a manifesté sa préoccupation concernant les problèmes d'environnement, et également sa préoccupation par rapport à une invraisemblable recommandation de l'Académie pontificale des sciences qui avait sorti tout de go en janvier dernier que la génération de la culture des OGM n'avait pas été considérée comme dangereux. Il a aussitôt mis un frein là-dessus. Frein qui évidemment n'a pas été accepté par les tenants de la chose. Et je voulais justement vous parler de ces officines qui utilisent des scientifiques pour essayer de prouver l'impensable. En France, il y en a essentiellement 2 sur lesquels j'ai fait des articles, je vous aurai les références si vous voulez, qui sont tout à fait intéressantes. La première est l'ITES, la seconde est Amos Prospection. ITES, l'Institut technique et scientifique de l'environnement, n'est pas un institut, c'est une association loi 1901 qui est financée par la FNSEA. Et qu'est-ce qu'elle a été la première publication de l'ITES en 91 quand il a été créé? Comment faire face au lobbying écologique? Au moins on annonce la couleur. Hein. Et la grande spécialité de cette officine, c'est de faire de la désinformation à propos des nitrates en expliquant que c'est bon pour la santé. Alors pour ça, on a été chercher un médecin qui a pondu un bouquin préfacé par le professeur Toubiana
édité bien entendu par l'Institut en question, qui s'appelle « Les nitrates et l'homme ». Un plaidoyer pour les nitrates, jugé définitivement bon pour la santé, et qui donc devait évidemment permettre de faire sauter la fameuse barrière des 50 mg par litre qui empêche à l'heure actuelle les porchers bretons de noyer définitivement la Bretagne et d'autres pays autour sur des excédents de lisier. Personne n'ira mettre en doute les capacités du médecin Jean-Louis Lirondelle. C'est un spécialiste incontesté de ces questions-là, puisqu'il est rhumatologue au CHU de Caen. Mais je l'avais mis dans mon article en dessous, on ne rit pas. Le second dont je vous parlerai, c'est Amos Prospective. C'est un bureau d'études qui a été fondé par un dénommé Gilles Rivière-Weckstein. Je me permets de vous faire remarquer. J'ai commencé par vous parler de la théorie du genre. Théorie du genre qui est aujourd'hui, après Freud, qui avait détruit la personnalité, une théorie conçue par des gens de même origine qui visent à détruire l'identité, finalement, les rapports entre l'identité physique et intellectuelle de la personne. Vous retrouvez majoritairement les mêmes dans la suite de tout ce que je vais vous raconter en matière de désinformation scientifique par rapport aux atteintes au milieu. Et ce n'est pas un hasard. Donc, Gilles Weckstein a fondé Amos Prospective. Ce type n'a aucune formation. Il a simplement été récupéré comme journaliste par l'Association des journalistes agricoles. Alors on dira qu'il est journaliste. C'est le grand défenseur de tous les insecticides, tueurs d'abeilles et autres. Et il nous a gratifié récemment d'un livre en forme de manifeste vengeur appelé Bio, fausse promesse et vrai marketing, auquel j'ai consacré un article, je vous donnerai le site si ça vous intéresse. Il utilise le service d'un certain docteur Jean-Louis Tillier, qui était anatomopathologiste au CHU de Tours, qu'on retrouve promu directeur du laboratoire de recherche de physiopathologie digestive et du service de médecine interne d'hépato-gastro-entérologie. Ça fait plus beau, d'accord ? Rassurez-vous, il a fait une carrière dans ce domaine-là, parce que maintenant, il est expert judiciaire européen et spécialiste des questions relatives aux sécurités sanitaires à Bruxelles. Rien que ça. Il n'est pas rhumatologue, lui, mais il a quand même aussi quelquefois des conceptions assez spéciales. Son apostolat est clair, défendre tout ce qui se fait de pire dans le monde productiviste, éviter la suppression des pesticides, permettre l'ouverture des frontières aux OGM, et surtout, son combat actuel, remettre les farines animales en circulation. C'est vrai que les farines animales, c'est un problème parce que ça coûte des fortunes. Les filières d'équarrissage, c'est quand même 550 000 tonnes de cadavres par an en France, ont depuis des décennies été conditionnées en farine, c'est-à-dire que ça correspond à des chaînes qui coûtent des fortunes et qui mettent un temps fou à être amorties, et que du jour au lendemain ne plus faire de farine, ça pose la question faire quoi, comment, et comment financer ce qu'on va faire. Donc la meilleure solution, c'est de réutiliser les farines. Je vous rassure, ça se fait depuis très longtemps pour nourrir les poules et les poissons, on ne vous le dit pas. Maintenant, le but, c'est de les remettre en circulation pour les vaches laitières. Pourquoi les vaches laitières et pas les autres ? Parce que les autres arrivent à se débrouiller avec la nourriture qu'on donne habituellement aux bovins. Par contre, les vaches laitières, à cause de l'extraordinaire quantité de lait qu'elles produisent aujourd'hui, ont besoin d'un apport protéique supplémentaire. J'ajouterais, vous l'aviez déjà constaté à l'époque, que la vache folle n'a jamais atteint, comme par hasard, que les élevages de vaches laitières, pas les autres, pour cette même raison. Alors que nous dit Jean-Louis Tillier ? Ouvrez bien vos oreilles, je n'invente rien, j'ai repris une partie de ce que j'ai mis dans mon article, mais c'est quand même instructif. Les protéines apportées par les farines animales sont mieux absorbées que les protéines d'origine végétale par l'animal, car un bovin n'est pas un herbivore
au sens propre du terme. N'étant pas capable de digérer les végétaux, il les accumule d'abord dans son rumen, volumineuse poche située en avant de l'estomac, où des micro-organismes les digèrent. Ce sont ces micro-organismes, bel et bien des protéines animales, qui prolifèrent pour être absorbées par l'estomac. Ces protéines animales sont ensuite facilement digérées en peptides et assimilées par le tube digestif. Autrement dit, si vous avez bien compris, et vous ne rêvez pas parce que je ne l'ai pas inventé, il est en train de nous expliquer qu'un herbivore est un animal qui se nourrit avec des protistes qui prolifèrent dans sa panse. Et il n'est pas enfermé. Bon. Alors, je fais simplement 2 remarques, parce que bon, dans mon article, j'ai développé ça beaucoup plus, mais je dirais qu'aucun organisme ne se nourrit d'abord exclusivement de protéines. Donc c'est déjà idiot. Et de la part d'un médecin, je dirais que c'est encore beaucoup plus grave. Et ensuite, tous les résultats biologiques concourent à montrer que le problème de rumination permet précisément à l'animal de digérer, avec l'aide auxiliaire, effectivement, d'un certain nombre de protistes, qu'on va retrouver également chez des animaux non ruminants, je pense notamment aux chevaux, qui ont également une flore stomacale tout à fait extraordinaire, de ciliés, ce qu'on appelle les hypermastigènes et autres, qui ont des milliers de flagelles. C'est tout à fait extraordinaire comme bestiole à regarder. Et que c'est complètement aberrant, mais un médecin vous sort ça, et alors, de ce fait, il y a des gens qui vont l'écouter. Parce qu'il roule, comme les gens qui l'emploient de façon malsaine, roulent sur cette qualité de médecin qui, aux yeux du grand public, revêt tout de même une certaine qualité de sérieux, un certain souvenir folklorique, pour certains peut-être de la notion de sacerdoce, de la mission de soins, et on arrive à des choses épouvantables. Bon, je demanderai à personne de penser en plus à Servier. C'est une autre affaire. Mais c'est pas mieux. C'est aussi, quelque part, une forme de surmoi. Monsieur Servier est quand même grand croix de la Légion d'honneur, c'est quand même une des plus grandes fortunes de France, c'est quand même, etc. Fondé sur quoi? Le dévoiement d'une science appliquée à la commercialisation médicale. C'est pas autre chose. On est toujours là-dedans. Pour finir dans ce domaine, parce que ça va nous amener à ma conclusion, je vais vous parler de John Carvas-Doué. C'est un ancien de Grignon qui est devenu directeur des hôpitaux, qui a fait une très belle carrière, allez, 3 points, disons le mot, dans les ministères, et qui travaille avec Weckstein, et c'est le pourfendeur de la tradition agricole et le grand promoteur des OGM. Il s'est opposé dans un livre véhémentement à la notion de principe de précaution et à son inscription dans la Constitution. Et dans le bouquin de Révia Weckstein dont je vous parlais, Les fausses promesses du bio, il a fait la préface, il écrit ceci. L'agriculture biologique s'enracine dans les courants agrariens de l'entre-deux-guerres et dans les mouvements poujadistes des années 50, dont on le sait qu'ils ont été proches de l'extrême droite. La sélection naturelle n'est pas loin de l'eugénisme et des thèses défendues par Alexis Carrel. Et voilà. J'aime bien les morceaux de bravoure. Maintenant, je voudrais quand même, comment un agronome a le culot de me sortir, quand on voit ce que c'est que la sélection pratiquée dans les élevages productivistes, m'expliquer que la sélection naturelle est proche de l'eugénisme. Parce que la sélection artificielle, elle est proche de quoi, elle? Faut arrêter un petit peu. Mais il va beaucoup plus loin. Il ajoute, pourquoi pour certains la nature devrait triompher de la culture, autrement dit de la société humaine? Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Autrement dit, pour ce penseur, l'environnement n'a aucune justification d'être puisque la nature doit laisser place à la culture, donc à l'artificiel, donc au néo-créé, comme la sélection productiviste ou la standardisation agricole. Et dans son dernier livre, Prêcheur de l'Apocalypse, il persévère.
nous, citoyens des pays riches, avons eu la chance de gagner des batailles contre la nature. Nous avons peu à peu réussi à nous fabriquer un monde plus favorable, un monde artificiel, rempart contre les aléas naturels. Je ne sais pas si les gens de Fukushima ont tellement trouvé qu'on avait trouvé des remparts aux aléas naturels. Mais enfin bon, c'est pas grave. Et il ajoute, il faut se rendre à l'évidence, ce qui est bon pour l'homme est souvent mauvais pour la nature, l'écologie humaine ne peut donc être qu'en conflit avec l'écologie planétaire. J'ajouterais, parce que c'est quand même extraordinaire, et j'entends parler de ça malheureusement dans notre famille de pensée, rien n'est plus stupide que le terme d'écologie humaine. L'écologie, par essence, par nature, c'est la science et l'étude du rapport des espèces entre elles et des interactions qu'elles ont sur le milieu. Parler d'écologie humaine, c'est donc signifier que l'humanité en tant que telle constitue un monde à l'intérieur duquel on étudie, on organise l'impact et les différentes catégories qu'on peut en faire. C'est pas faux. Il y a effectivement des gens qui font de l'écologie humaine. Vous les connaissez tous. C'est les Verts. Comme disait un de mes amis, Jean-Michel Vernochet, si les Verts faisaient de la protection de l'environnement, ça se saurait. Effectivement, ils s'occupent de beaucoup de choses, mais pas tellement de ça. Mais par contre, ils s'occupent bien d'essayer de recréer une société humaine à travers des concepts spécifiques d'une idéologie bien à eux. C'est de l'écologie humaine. Mais nous ne devons pas parler d'écologie humaine. Ça n'a pas de sens. C'est pas possible. Et où mène-t-elle cette idée d'écologie humaine? Ben, elle peut mener très loin, je me méfie parce que j'ai plus beaucoup de temps. Elle mène à un avenir dont je vais vous parler, parce que très récemment, il se trouve que Gérard Leclerc, dans France Catastrophe, enfin c'est la feuille France catholique, a repris un article d'un éditorialiste pas très connu, mais qui est mort il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle Aimé Michel. Et curieusement, vous allez voir qu'on retrouve la conclusion de ce que je voulais vous dire. On voit que l'homme, aujourd'hui, en dévoyant la science, en l'utilisant à son profit, en l'interprétant mal de par sa nature ou volontairement dans un but financier ou autre, finit par tendre à la déshumanisation et à se séparer complètement de son contexte naturel, je dirais prévu par Dieu dans l'ordre naturel des choses et de la création, se constituer et défendre la création d'un monde artificiel, ce que nous explique Carvaz Doué très gentiment. Et on va arriver où avec tout ça? Et je pense à cette phrase d'Aragon dans les commentaires au Fou d'Elsa: pour moi, la femme est l'avenir de l'homme. C'est vrai. Ce que je vais vous raconter le montre. La femme est l'avenir de l'homme. Elle s'appelle Élysia. Alors je vais vous la montrer et je vais vous dire après pourquoi c'est notre avenir. Élysia, viens ma petite. Qu'est-ce qu'elle me fait là? Voilà. Je vous présente Élysia chlorotica dans toute sa splendeur. C'est une limace de mer qui fait 4 ou 5 cm de long. Alors je vais vous la présenter maintenant, si je peux bien fermer ce truc, sous la forme, vous la verrez, dans tous ses atours pour sa prochaine... Pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Ça, c'est comme ça qu'on la mettra sur la couverture de Playboy. Voilà l'avenir de l'homme. Et je ne plaisante pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi, et ça n'est pas drôle.
Quel est l'intérêt de cet animal? Quelle est l'originalité surtout de cet animal? Bien, vous voyez qu'il est vert. Il est vert parce qu'il contient de la chlorophylle. Il fait partie d'une famille très particulière qui s'appelle les sacoglosses. Les sacoglosses, ce sont donc des gastéropodes, des limaces de mer, hein, des gastéropodes de 10 branches. Je vais vous en présenter une autre de la famille, qui est mignonne. Où est-ce qu'elle est, Timmy? Je l'ai perdue? Ah, ben voilà. Elle a une couleur un petit peu différente. Vous voyez, elle est mignonne, celle-là aussi. Alors, on voit bien, elle a des parapodes un peu moins grands que l'autre, qui s'étalent moins façon danse de voile d'Isadora Duncan. Là, c'est plus sobre. Mais celle-là n'a pas la même particularité que l'autre. Je vous explique. Dans toute cette famille... pardon. Dans toute cette famille... Ça marche, ça? Merci. La digestion des algues, Hybrote devaucherii, permet à ces limaces de capter dans les cellules de leur tube digestif des chloroplastes. J'insiste bien là-dessus, elles ne digèrent pas les chloroplastes des cellules végétales de l'algue, elles vont les incorporer au cytoplasme de leur paroi digestive et après, au-delà, les chloroplastes vont s'incorporer aux cellules de l'animal. C'est ce qu'on appelle le phénomène de keptosynèse. C'est général dans tout le groupe. Mais maintenant, quelle est la particularité de notre belle que je vous ai montrée tout à l'heure? Eh bien, c'est qu'elle est capable de réaliser la photosynthèse. Elysia chlorotica est le premier cas connu d'animal autotrophe secondaire chlorophyllien. On a fait des recherches, et c'est là où ça devient grave, bien entendu, sur le plan génétique, qui ont montré que on trouve dans le génome de cette bestiole au moins un gène qui a été baptisé SPB0, peu importe, mais donc qui est clairement identifié, qui intervient dans les phénomènes des photosynthèses de type 2 et qui donc permettent à l'animal de réaliser, comme dans toute photosynthèse, la création de molécules carbonées à partir de gaz carbonique et d'oxygène. C'est inhérent à son génome. Et on constate quoi? Que ce fameux gène, et d'autres sans doute, mais les recherches sont en cours, ce dont je vous parle, c'est quelque chose de très récent. Ça a été découvert il y a 3-4 ans, ça, c'est pas très vieux. Ce gène est identique au gène que l'on trouve dans l'algue concernant ce même processus métabolique de synthèse chlorophyllienne de type 2. Autrement dit, on est légitimement porté à croire qu'on est en présence de la première mise en évidence d'un OGM naturel. Le gène de l'algue est passé dans la limace. La conséquence de ça, c'est que de toute façon, si ce gène de l'algue qui permet, avec d'autres, la photosynthèse chez un animal, il est capable de passer à d'autres animaux. Vous voyez où je veux en venir? Je ne sais pas s'il y a des éleveurs parmi vous, mais imaginez que demain matin, l'INRA vous explique qu'on peut créer des OGM et que désormais on va avoir des bœufs ou des cochons qui vont être photosynthétiques, autotrophes. Vous allez économiser toute la nourriture pour le bétail qui va s'engraisser à l'air du temps ou à la lumière du soleil dans des stabulations sur des grosses lampes. Oui. Et on ne s'arrête pas là.
voyez où je veux en venir? Imaginez un instant que finalement, on se rende compte que la nourriture coûte cher de toute façon. Et c'est vrai qu'il y a tellement d'hommes sur la planète dans quelque temps, parce que ça va continuer si, dans d'autres contextes, d'autres mesures ne sont pas prises. Il y en a 7 milliards aujourd'hui, il pourrait y en avoir 50 milliards demain. C'est pas absurde. On va les nourrir comment? S'ils pouvaient se nourrir de l'air du temps et de la lumière du soleil, c'est pas très compliqué de shifter selon les techniques OGM 2 ou 3 gènes. Et nous allons trouver les petits hommes verts qui ne sont pas martiens, qui seront humains, et qui donc auront une nourriture quasi gratuite. C'est pas difficile, il suffit d'amorcer le processus. L'animal n'est pas chlorophyllé en soi, il faut lui fournir des chloroplastes. Dans les petits pots pour bébés et les biberons, hop, on commence avec de la purée d'algues et de salade crue. Et après, on réamorce le processus. Tous les 5-6 mois, on remet des chloroplastes pour que l'individu se porte bien. Et le jour où il a faim, on l'enverra se bronzer au soleil 2 heures à Saint-Tropez, ça va être formidable. Alors, imaginez d'ici la crise sur les plages des gamines qui ne veulent pas y rester. Je ne veux pas rester bronzé, je vais prendre 3 kilos. Extraordinaire. Mais des développements inimaginables. Et je vous assure que ce n'est pas de la science-fiction. Le petit homme vert, j'en parle en rigolant pour l'instant, mais c'est ma conclusion. Monsieur Aimé Michel, quelque part, en parlait il y a 30 ans. Et toujours selon la même idée. Mais la création d'animaux photosynthétiques, ça j'y crois pour demain. Ça, ils vont nous faire le coup, c'est sûr. Il y a trop d'intérêts financiers en jeu. Pour moi, c'est ça, le dévoiement scientifique. Et c'est ça, les conséquences d'une sublimation d'un certain mois pour certains, qui arrivent à une catastrophe qui risque bien d'être planétaire. Je vais vous lire en conclusion ce fameux texte d'Aimé Michel, qui n'est pas si long. Albert Schweitzer avait dit « L'homme a perdu la capacité de prévoir et de prévenir. Il finira par détruire la Terre. » Nous allons donc vers la fin de l'homme. C'est la question précisément qui est posée cette semaine à travers un texte d'Aimé Michel dans la dernière livraison de France catholique. Je rappelle qu'Aimé Michel est mort en 92. Je lis son texte. Écoutons M. Iden, le biologiste suédois qui s'est rendu célèbre par ses recherches sur les bases chimiques de la mémoire. Lorsque le problème de la différenciation des cellules aura été élucidé, il sera possible de maîtriser la plupart des types de croissance des cellules malignes ainsi que la régénération des organes. En d'autres termes, le secret du cancer est le même que celui de la différenciation des cellules, cette différenciation qui, à partir de 2 fœtus initialement étrangement presque semblables, fait un homme ou un cheval. On commence d'ailleurs d'entrevoir comment on pourra un jour intervenir dans ces mécanismes de différenciation, puisque l'utilisation de certains virus permet déjà maintenant de modifier tel ou tel ADN. Et quand on maîtrisera les mécanismes de différenciation, on pourra, en agissant sur le fœtus ou la cellule humaine, modifier le corps de l'homme dans tel ou tel sens prédéterminé. C'est pour moi un mystère que tous ces projets, dont rien ne peut arrêter la réalisation plus ou moins proche, puisque le développement de la science a échappé au contrôle de l'homme. C'est pour moi un mystère que tous ces projets ne suscitent aucune réflexion et que l'on continue de s'interroger gravement sur l'avenir de la société, de la civilisation, etc., alors que tout indique que bientôt, c'est l'homme lui-même qui aura cessé d'exister, transformé en autre chose par l'action de ses propres mains. Écrit il y a plus de 30 ans, ça, hein ? Mais je me trompe, il n'y a là aucun mystère. Si personne ne pense à cet avenir si proche, c'est qu'il est impensable. Nous pouvons facilement imaginer la disparition de l'homme, son extermination, son effacement. Mais que l'homme soit remplacé
que nos arrière-petits-enfants ne soient plus des hommes, et que si l'on subsiste encore dans un siècle ou deux, les hommes soient parqués dans des réserves où d'autres iront les regarder avec curiosité, cela, c'est de la science-fiction. Je dirais seulement pour finir, non, monsieur Michel, c'est seulement de l'anticipation. Je vous remercie.